Vix, notre invité est là et avant de lui poser bien toutes les questions, nous sommes impatients d'avoir ses réponses et de le connaître un petit peu plus. Je crois que tu as un petit CV sur notre invité. Bah oui, alors c'est vrai que déjà je suis très très content de le recevoir parce qu'avec Stan, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais on se connaît quand même depuis pas mal d'années maintenant. Ah oui. Donc merci pour d'avoir accepté l'invitation, en tout cas Stan, merci beaucoup. Et oui, c'est vrai que c'est parce que finalement on parle beaucoup d'e-sport dans tout ça, mais on oublie beaucoup que la base et le cœur de l'e-sport, c'est ses joueurs. Et là aujourd'hui, Stan, je pense que le mieux c'est que bah, déjà bonjour à toi. Ah oui, on va se présenter, salut. Salut Stan. Avec plaisir les gars, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Peux-tu nous dire en quelques mots qui es-tu et comment tu es arrivé tu as plongé dans cet univers? Alors pour me présenter, je m'appelle Stanislas dans la vraie vie, mon pseudo c'est mon nom in-game c'est Stan Pelli. Je suis arrivé dans l'e-sport un peu, c'est un métier de passion, de toute façon joueur pro. Et c'est vrai qu'au début, je pensais pas pouvoir le faire, tout simplement, parce que c'était vraiment pas reconnu. Donc j'ai fait un circuit traditionnel en ayant le bac et puis ensuite en intégrant une école de commerce. Et puis après l'école de commerce, j'ai commencé le stream. Et via le stream, j'ai été contacté par des structures pro pour être joueur pro, puisque je jouais à haut niveau sur le jeu League of Legends en stream. Tu es d'où? J'aime bien savoir moi d'où vous êtes, dans quelle ville. Je suis de Nantes. De Nantes. On a un Nantais avec nous alors. Là, le bras atlantique. Je crois que Vix, on a plein de questions. On a envie de découvrir notre tout premier joueur pro de l'histoire de Combo. Bah ouais, parce que c'est vrai que Stan, moi je t'ai connu quand t'étais pas joueur pro, maintenant tu l'es. Oui. Mais beaucoup ne te connaissent pas. Quel est ton parcours comment t'es arrivé joueur pro finalement? T'es passé par quelle étape? Est-ce que c'est la première fois que t'es joueur pro? Est-ce que c'est ta première structure? Et explique-nous un peu comment fonctionne en fait le recrutement un peu d'un joueur pro et ton avis personnel dessus. Ok. En fait, c'est un peu. En fait, chaque parcours est différent. Il n'y a pas de méthode, on va dire, traditionnelle. Enfin, il y aurait potentiellement une méthode traditionnelle, mais il faudrait différencier joueurs pro, joueurs semi-pro, etc. Parce que en fonction des ligues, et même dans la même ligue d'ailleurs, les revenus c'est pas du tout les mêmes en fonction des structures, et en fonction des joueurs. Et donc, comment est-ce que je suis devenu joueur pro? Tout simplement, je me suis fait contacter par plusieurs structures et ensuite il y a des essais, donc ce qui s'appelle des TO, des tryouts, en fonction des rosters déjà existants. Soit il leur manque un joueur et donc on essaye de fit, on essaye en fonction des postes manquants avec cette équipe déjà existante, soit c'est totalement un nouveau roster et puis ils essayent plein de joueurs différents. On appelle ça des in-house. Et donc, ils vont regrouper 3-4 joueurs par poste, et en fonction des performances de chacun dans les essais, et puis de la cohésion, de la synergie, du lead, du shot calling, etc., de la communication, ils vont faire leur choix à la fin. Et puis après, c'est parti pour... Souvent, c'est au minimum un split entier. Donc, normalement, il y a 2 splits dans l'année, Summer Split et Winter Split. Donc, un split entier, ça dure 4 mois à peu près. Et puis après, il y a la phase de pause entre les splits, et après les splits, en attendant la nouvelle saison, quoi, tout simplement. Stan, je me mets à la place d'un jeune qui nous écoute. Quand tu dis « je me suis fait repérer », qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, c'était via... Il y a plusieurs manières de se faire repérer, de se faire recruter. Donc moi, c'était via le stream. Donc de base, j'étais streamer. Streamer, on va dire, plutôt du contenu haut niveau et divertissant. Et donc, via mon contenu stream, je me suis fait direct contacter sur mon stream, tout simplement. Donc soit sur le stream, après via email ou via DM. Et il y a aussi une chose sur LoL, justement sur League of Legends, il y a un site qui s'appelle LoL Pro qui référence toutes les personnes, on va dire, en très haut niveau. Et donc il y a un classement directement sur LoL Pro avec les contacts des joueurs. Et donc moi, via mon stream, on m'a conseillé de m'inscrire sur LoL Pro parce que j'avais les conditions nécessaires pour m'inscrire. Donc il faut être à un certain niveau, on va dire, atteindre un certain classement minimum. Et donc après, via LoL Pro, les personnes, selon ce que tu as référencé sur LoL Pro, donc ton Twitter, ton Discord par exemple, les managers ou les coachs viennent directement te contacter via Discord ou via Twitter. Salut, on est cette équipe-là, est-ce que ça te dirait de faire un essai chez nous? Pour l'instant, on a ces joueurs-là en essai, et puis nos objectifs sont de, par exemple, finir premier ou monter de division, etc. Et donc, la première structure que j'ai rejoint, à l'époque, c'était donc en 2022, c'était Clanic eSport, qui sont aujourd'hui en division 2 française. Ouais, les FL2.
Et donc moi j'étais dans le projet en division 3 pour monter en division 2 justement. Et donc c'était via cette structure-là que j'ai commencé à jouer en compétitif. Ok, bah oui, c'est vrai que maintenant, t'es passé par plusieurs étapes. Hein. T'as eu Clanic, il me semble, t'as eu aussi les Frog Slayer. Aujourd'hui, là, t'es chez Zenith Gaming. Zenity, ouais. Zenity, pardon. Et tu joues dans la ligue du Benelux, c'est ça? C'est ça, le S-LOL, la division 1 belge. Ok, et alors, c'est que belge ou c'est aussi Luxembourg, Pays-Bas? C'est la division 1 belge, mais oui, c'est Néerlande. Enfin, c'est ça, c'est Netherlands. En fait, il faut avoir un quota minimum de joueurs ou de coachs ayant la nationalité pour participer. Donc en fait, je crois que Netherlands, Belge et Luxembourg, ça compte les 3, oui, pour participer à la ligue. Ok. Et je suppose que à travers les structures, le mode de fonctionnement n'est pas le même, un peu à l'échelle d'une entreprise, un peu à l'échelle d'une école, un peu à l'échelle d'un club. Là aujourd'hui, c'est quoi comment tu pourrais décrire ta journée type? C'est quoi la journée type d'un joueur pro? La journée type d'un joueur pro, je dirais, tu te réveilles, tu as tes entraînements indiv. Donc après, il faut que tu sois de toute façon tout le temps dans le top du classement individuellement, parce que c'est pareil. En fait, le jeu, c'est un jeu collectif, mais il y a une partie hyper importante en indiv, un classement individuel en fait, tout simplement, sur ton poste. Et ensuite, c'est juste s'entraîner, jouer tout simplement à haut niveau constamment en solo. Et puis après, il y a les entraînements d'équipe. Où là en fait ça va être des scrims, ça s'appelle, donc c'est des 5 contre 5 organisés, donc team contre team, donc souvent c'est à peu près le même niveau, où nous on va chercher des niveaux un peu au-dessus aussi, c'est comme ça qu'on s'améliore, et donc c'est là où le but c'est de créer de la synergie avec tes coéquipiers, et de mettre en place des stratégies en fonction des champions que joue chacun, etc., parce que c'est vrai que le jeu il est très, très dense, très compliqué, il y a 180 champions et tout le monde ne joue pas tous les champions évidemment. Et donc, c'est via les scrims, donc via les entraînements d'équipe qu'on s'améliore également. Et puis après, il y a toute une partie aussi review où tu peux avoir un coach indiv qui review tes games avec lequel tu vas review tes games en équipe et en indiv. Et puis, tu as un coach aussi d'équipe où on va faire des reviews des équipes professionnelles et on va essayer de mettre en place des choses pour pas copier, mais s'y rapprocher ou tendre vers un niveau plus élevé, quoi. En reprenant les games les plus compétitives au niveau à l'échelle, par exemple, division 1 française, division 1 coréenne, la Champions League, donc la LEC en Europe, etc. Ok. Et est-ce que tout ça est unifié sous des horaires? Est-ce que ta journée elle est structurée, par exemple, de 9h à midi, on joue en version individuelle? De midi à 14h, on mange tous ensemble? Est-ce qu'on est à distance? Est-ce qu'on est dans une gaming house? Est-ce que de 13h à 15h, on joue en équipe? Et comment ça se passe? C'est vraiment structuré, les horaires? Justement, ça dépend des structures, ça dépend des joueurs aussi. Nous, on est dans une ligue où là, pour l'instant, c'est pas assez professionnel, je dirais, pour que ce soit, pour qu'on ait une vie organisée autour. Donc souvent, il y a quand même des joueurs qui ont encore soit un travail à côté, soit qui stream pour gagner de l'argent aussi à côté, etc. Donc moi c'est mon cas, moi je stream en plus. Donc après c'est à l'individuel, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, en fait on leur donne des horaires fixes forcément de tous les entraînements d'équipe, et puis après c'est à eux de se débrouiller pour caler des entraînements individuels, puisqu'on va leur demander des objectifs minimum chaque semaine, chaque mois. Donc un palier, un classement minimum, et puis le fait de s'entraîner à jouer des persos. Donc là ils sont libres de s'entraîner quand ils veulent, aux horaires qu'ils veulent, s'ils veulent travailler. Enfin, il y a des joueurs, ils sont plutôt aptes à jouer la nuit, d'autres le matin, etc. Donc ils laissent, mais juste les entraînements d'équipe et les reviews d'équipe, c'est fixe, et ça c'est planifié à l'avance, toute la semaine. Donc nous par exemple, on va faire un point draft tous les lundis, donc parce que notre premier match de la semaine c'est le mardi, et tous les mercredis, parce que le deuxième match de la semaine c'est le jeudi. Donc un jour avant, on a notre point draft sur ce qu'on veut jouer, ce qu'on veut faire au niveau de la draft. Et puis il y a nos scrims, donc nos entraînements d'équipe, tous les lundis, mercredis et dimanches, qui sont déjà planifiés à l'avance, et des fois le samedi en plus. Et puis après, le point indiv, c'est les joueurs qui décident. Donc moi, je sais que c'est organisé de fou. Je veux avoir les mêmes sessions tous les jours aux mêmes horaires, manger aux mêmes horaires, aller faire du sport aux mêmes horaires, me coucher aux mêmes horaires pour performer au mieux. Et ça, c'est d'un point de vue indiv. Du coup, là, tu me tends un peu la perche par rapport à ça. On a tendance souvent, ça se démocratise de plus en plus l'e-sport, et on a tendance à se dire, est-ce que le sport aide l'e-sport? Est-ce que toi, après c'est un cas personnel aussi, je pense, tout dépend des joueurs,
Est-ce que toi, en tout cas, le sport, du coup, t'en pratiques, qu'est-ce que tu nous as dit? Est-ce que le sport t'aide dans ta performance? Clairement, pour moi, c'est nécessaire, indispensable. Je sais pas comment le dire, mais quel mot utiliser, mais c'est clairement important. Euh, pour le coup, mon frère est coach mental et préparateur physique, donc coach aussi sportif, quoi. Donc lui, il me gère en indiv et c'est via mon frère que je sais à quel point c'est important, parce que j'ai les stats et voilà. Puis lui, c'est pareil, on partage beaucoup de choses ensemble. Mais oui, clairement, parce que de toute façon, c'est connecté. Le mental et le physique, c'est connecté. Si tu es sous stress, dans des compétitions où il y a beaucoup de personnes qui regardent, le fait d'être bien physiquement, ça aide. Le fait d'extérioriser, d'être apte au sujet de la fatigue, parce que c'est vrai qu'il y a des games, des fois, ça peut durer très longtemps. Il y a des scrims, ça peut durer 5 heures, 6 heures. Et donc, il faut être concentré pendant ces 5 heures, 6 heures. Et si tu fais pas de sport à côté, je pense qu'il y a un moment où tu lâches, où tu pètes un plomb. Et donc c'est hyper important pour moi justement de faire du sport parce que ça permet d'être stable, d'être équilibré et de pouvoir, on va dire, réduire la fatigue et être performant sur le long terme, quoi. Ok, super. En tout cas, si tu arrives à t'y tenir, à te mettre des objectifs. En parlant d'objectifs, du coup, tu as des futurs objectifs que tu aimerais bien atteindre à court terme ou à long terme, potentiellement. Toujours, moi je fonctionne toujours avec des objectifs, donc ça dépend Dis-nous tout. sur quel domaine. Domaine perso, sportif, e-sport, pro, comment? Ouais, plus côté e-sport, là vraiment en termes de. C'est vrai que j'aime pas dire ça, mais dans 2 ans, est-ce que tu te vois encore joueur pro? Si oui, à quel niveau? Est-ce que tu te serais plus réorienté côté streamer, créateur de contenu? Est-ce que tu veux complètement arrêter le gaming? Enfin, comment tu te vois dans 2 ans? C'est vrai que ça, c'est une question que je me pose presque tous les jours. C'est compliqué parce que ça dépend beaucoup des opportunités. Moi, c'est clair dans ma tête, je veux rester dans le milieu, que ce soit à travers le joueur pro, coach ou streamer, caster, n'importe. Je sais que c'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine d'avenir et il y a énormément de choses à faire. Donc, j'ai vraiment envie de travailler là dans ce secteur et je sais que dans 2 ans, j'y serai encore. Maintenant, joueur pro, ça dépend vraiment des opportunités parce que c'est pareil, des fois c'est dur d'en vivre. Donc c'est pareil, des fois tu peux faire un split où tu gagnes beaucoup d'argent et un autre où en fait t'as pas de proposition tout simplement. Parce que c'est très vite bouché entre guillemets parce que dans une ligue, dans les meilleures ligues, il y a 10 équipes, donc 10 places à ton poste. Et s'il y a des gars, ça fait 5-6 ans qui performent au meilleur niveau, c'est dur d'aller chercher leur place. Donc même si t'es le meilleur de la ligue d'en dessous, des fois c'est compliqué de monter. Donc il faut, ça dépend des opportunités. Moi, oui, j'aimerais bien être joueur pro encore dans 2 ans. En termes d'objectifs, là, actuellement, je suis dans la Ligue 1 belge, donc dans une ERL 1, ça s'appelle. Et en fait, on a accès aux EU Masters, EUMEA, si on finit top 2 de notre ligue sur 8. Et donc le but, là, c'est d'arriver en play-off, déjà dans un premier temps. Donc il faut être dans les 4 premiers. Et ensuite, dans les play-offs, gagner notre match de demi-finale pour arriver en finale, tout simplement. Et dans les 2 premiers pour participer aux EU Masters. Parce que en termes de visibilité, ça fait x100 en termes de visibilité. Ce serait big, hein. Ouais, ce serait énorme. Hein. Donc participer au championnat européen. Et puis après, c'est pareil. Si déjà on arrive à cette étape-là, ce serait génial. Et puis maintenant, si on peut performer carrément au championnat européen, c'est sûr qu'en termes de propositions, il y en aura. Donc après, à voir en fonction de ma forme, des propositions, de comment ça se passe. Mais j'adore le quotidien que j'ai, le fait de performer, de faire attention à mon alimentation, à mon sommeil, à mon physique, et puis de tout donner tous les jours pour devenir meilleur, quoi. Forcément, j'ai envie d'être dans cet environnement, on va dire, le plus longtemps possible. Stan, pour jouer dans cette ligue, il faut forcément avoir l'accent belge. Non, je crois que je l'ai pas. T'écoutant, on se dit, à force de parler avec nos amis belges, bien forcément, tu prends quelques mimiques belges et j'avais le sourire en me disant, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir l'accent belge? Non, of course not. Mais nous, on est une des rares équipes, justement francophones, où tout le monde parle français. Mais c'est vrai que dans les équipes concurrentes, ça parle néerlandais, anglais, les deux. Ouais. Donc nous, on a de la chance aussi de pouvoir parler notre langue natale. Ça facilite la communication avec la ligue. Ah, bien évidemment. C'est cool. C'est vrai que dans mon ancienne équipe, donc pas les Frogs, mais chez Clanic, j'étais avec notamment un joueur néerlandais, un joueur finlandais, et donc on devait parler shot call tout le temps en anglais, les reviews en anglais. C'est vrai que c'est plus difficile parce que souvent les joueurs sont jeunes
T'as des joueurs qui ont 16 ans, 18 ans. Et donc, quand c'est pas leur langue natale, des fois, de parler anglais avec eux, ça facilite pas la communication, quoi. Quand on est professionnel, Stan, le matériel, il vous est fourni par votre team ou tu dois t'équiper personnellement? C'est pareil, ça dépend des structures, ça dépend de la ligue. Là, dans la ligue où je suis actuellement, non. C'est notre propre matériel. Donc moi, je suis streamer, donc ça va. J'ai un très bon matériel. Mais je sais que par exemple en Ligue 1, en Ligue 1 française, en LFL, oui, là, le matériel est fourni parce que tout simplement, ils sont en gaming house. Beaucoup de joueurs. Et donc, en bootcamp, en gaming house. Donc, en fait, physiquement, ils sont à côté, ils vivent ensemble pendant plusieurs mois pour créer de la synergie. Et donc, tout le matos est fourni. Ils ont tous le même. Mais dans la ligue où je suis actuellement, non. Allez, on est sur notre dernière question, Vix. Est-ce que... Oui, pardon. Est-ce que... ouais, non, mais t'étais en train de jouer, ouais, j'étais en game. Non. T'étais en train de jouer. Non, mais en fait, j'étais tellement passionné par ce que tu disais parce que c'est vrai que même en fait entre les ligues et que ce soit dans le même pays ou même entre les pays, c'est pas les mêmes conditions et les mêmes objectifs du tout. Enfin bref, dernière question. J'aimerais bien revenir du coup sur le côté stress. Toi, tu as déjà joué dans des grosses périodes de stress? Parce que là, je vous suis, hein, du coup, ça se passe plutôt bien, à ce que j'ai vu. Récemment, oui. Au début, c'était dur. Au début, c'était compliqué. C'était dur, mais là, récemment, ça se passe bien. Oui. Est-ce que... parce que le mental, au début, ça se passe mal, est-ce que à un moment, dans ta tête, tu te dis, OK, bon, on a perdu tant de matchs d'affilée, on est foutu. Est-ce que tu as l'appréhension qu'un de tes coéquipiers va lâcher, va dire, vas-y, on est nul, on arrête? Ou est-ce que, justement, t'es confiant et du coup, toute cette partie de gestion de stress en plus, t'arrives à la dégager et à rester concentré en mettant la défaite de côté? C'est vrai que ça se travaille énormément. Forcément, il y a toujours une part d'humain. Personne n'aime enchaîner les défaites. Maintenant, ça dépend de la manière, ça dépend de l'attitude, surtout. En soi, moi, perdre, je m'en fiche. Maintenant, c'est comment on réagit face à la défaite qui est intéressant. Et si je vois que tout le monde travaille de son côté, en tout cas, moi, je vais essayer de montrer l'exemple. Je vais essayer de travailler au maximum et de montrer que je suis là. Pour review les games, pour travailler encore plus en indiv, pour être performant au maximum en scrim. Si je vois que tout le monde est dans le même mood, je sais que la victoire va arriver. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas lâché, on s'est entraidé, on a discuté, on a essayé de faire des choses ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Et on va dire que nos défaites étaient des défaites évitables, où on avait quand même bien joué dans la partie. Donc, c'était pas des défaites vraiment où on se fait exploser. Et là, pour le coup, c'est facile de perdre le mental. Donc, il y a toujours ce petit truc dans le coin de la tête en mode c'est dommage, quoi. Enfin, on voyait les EU Masters, les championnats européens partir de plus en plus. Et là, maintenant, les 4 victoires d'affilée, ça fait du bien. Mais je pense que oui, l'attitude de chacun est importante. Essayer de montrer l'exemple en tant que... moi, je suis jungler, donc c'est un peu leader au début de la partie. C'est moi qui donne le ton. Donc, j'essaie de montrer l'exemple et de rester toujours positif, même quand ça se passe mal. Et même hors game, de montrer l'exemple également, de montrer que je travaille beaucoup de mon côté et j'essaie de tirer tout le monde vers le haut, tout simplement. Mais c'est vrai que la gestion du stress, c'est quelque chose qui est hyper important. Et j'ai beaucoup travaillé ça avec mon frère, justement, qui est coach mental. Parce que même de jouer devant des milliers de personnes, des fois, ça fout les jetons. Et au début, c'était dur. Maintenant, avec l'expérience, c'est de moins en moins... c'est plus du bon stress, je dirais. C'est moins en moins... c'est de plus en plus facile de gérer ce stress avant les games. Ok, merci beaucoup Stan en tout cas d'avoir été clair et t'as très bien détaillé chaque question. Franchement, merci beaucoup. Ouais. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, c'est passionnant. Merci beaucoup, Stan. On va te souhaiter, on a l'habitude de le faire, plein de bonheur, de réussite. La saison, elle se termine quand? Le premier sprint se termine bientôt. Vous avez compris que dans ce podcast, j'apprends plein de choses aussi. Hein. C'est aussi le but du jeu. Elle se termine quand la saison? Là, les matchs retour, donc en gros, il y a match aller, match retour, et ensuite play-off. Donc, si on est en play-off, on aura les play-offs, et donc ça se termine en avril avec les EU Masters, championnat européen. Si on n'est pas en play-off, dans 2 semaines et demie, c'est fini. Pour le premier split. Bon, on espère que ça dure en avril. Et puis, on continuera bien évidemment à donner un petit peu les résultats de nos invités dans les prochains numéros de Combo. Notre invité, c'était Stan Pelli, joueur professionnel. Encore un grand merci, Stan. Merci à vous les gars, passez une très bonne journée. À bientôt. Merci Vix. On continue la suite de notre émission. On continue Combo.